journée sur une deuxième table et nous accueillons Ethan Ménine, qui est docteur en psychologie sociale, membre du laboratoire de psychologie sociale de l'Université Paris, avec des recherches qui s'axent sur les discriminations envers les individus qui ne se conforment pas aux stéréotypes de genre, le développement de ces comportements dans l'adolescence, ainsi que les différences interindividuelles qui guident ces comportements. Je vous écoute nous parler des motivations à maintenir une distinction envers le sexe de genre. Merci beaucoup déjà et merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de pouvoir partager ces travaux de recherche avec vous. Juste pour me présenter un petit peu plus, je ne suis pas du tout clinicien, je suis pas du tout thérapeute, donc je suis vraiment chercheur en psychologie sociale. Je ne sais pas si c'est utile de représenter ce qu'est la psychologie sociale ou pas, mais en un mot, c'est l'étude de l'influence des facteurs sociaux et contextuels sur les comportements, les croyances et les émotions. Et donc moi, particulièrement dans mon travail de thèse et dans mon travail que je mène maintenant à la suite de ma thèse, je me suis intéressé aux comportements discriminatoires et au jugement social qu'on pouvait avoir envers les personnes qui ne se conforment pas aux normes et aux stéréotypes de genre. Donc, une chose qui a guidé mon travail de recherche et qui m'a toujours un peu questionné, c'est pourquoi est-ce qu'on donne une place si importante au genre et pourquoi est-ce qu'on donne une place si importante à la distinction qu'on peut faire entre le masculin et le féminin, ou les hommes et les femmes, les filles et les garçons. Sachant que les distinctions biologiques, génétiques qu'on peut faire, elles sont largement surestimées, qu'il y a en fait très peu de choses qu'on peut associer vraiment à une différence liée au sexe, et que la plupart des différences qu'on observe, elles sont construites socialement et intégrées via la socialisation. On observe malgré ce peu de différences, en fait, on observe quand même une organisation sociétale qui est extrêmement genrée, avec des répartitions inégales dans les filières d'études, des répartitions inégales dans les métiers, notamment les métiers à haute responsabilité. Et en fait, on sait en psychologie sociale que le simple fait d'accentuer une catégorisation, une distinction entre des groupes, ça va avoir tendance à faire émerger des stéréotypes et des préjugés. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de réelles différences entre les groupes. Le simple fait de croire et de répéter qu'il y a des différences entre les groupes va avoir tendance à donner lieu à l'émergence de stéréotypes et de préjugés. Et moi, ce qui m'a toujours un peu marqué, c'est la place qui est donnée à la caractéristique de genre, qui est extrêmement importante par rapport à d'autres caractéristiques qu'on ne traite pas du tout de la même manière. Et du coup, là, je vous ai mis un peu des exemples de choses qui, moi, me marquent un peu souvent. Mais on va avoir tendance à faire de la ségrégation à l'école entre filles et garçons. Et ça va de choses très concrètes comme il y a des écoles de filles et des écoles de garçons, alors beaucoup moins avant, mais ça existe encore. Beaucoup moins maintenant, pardon, mais ça existe encore. Mais des choses beaucoup plus abstraites et un peu moins, qu'on remarque un peu moins, mais dans les discours des enseignants et des enseignantes, ben, on va toujours dire « venez les filles, venez les garçons ». Alors qu'on ne va pas adopter le même discours sur d'autres caractéristiques, d'autres appartenances globales. Pareil, ça je l'avais remarqué il y a quelques semaines, ça m'a fait rire, je l'ai vu dans mon diapo, mais les groupes de scouts qui sont extrêmement genrés et qui du coup, encore une fois, perpétuent cette idée que si on catégorise dans deux cas différents les hommes et les femmes et les garçons, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a des différences, et du coup on va faire émerger ces différences malgré que à la base elles ne sont pas si pertinentes que ça. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir comment est-ce qu'on va percevoir les personnes qui remettent en cause les stéréotypes et qui, malgré cette catégorisation qui est si importante et si forte, ne se comportent pas comme ils devraient, entre guillemets, se comporter, c'est-à-dire ne se comportent pas en accord avec les stéréotypes de genre qui sont associés à leur identité de genre perçue. Pour faire un vrai rappel sur les stéréotypes de genre, les stéréotypes, c'est des croyances qu'on a sur les groupes sociaux, qui sont partagées socialement, c'est-à-dire que c'est des croyances qu'on connaît tous et toutes, plus ou moins. Il y a une différence entre le fait d'adhérer aux stéréotypes et le fait de les connaître. On connaît tous plus ou moins, tous et toutes plus ou moins les stéréotypes, on n'y adhère pas forcément tous et toutes. Là, je vous ai mis des exemples de stéréotypes, plutôt associés au masculin et plutôt associés au féminin, en termes de traits de personnalité. Donc ça reflète aussi des comportements, des activités, des professions, des choses comme ça. Là, je vous ai mis vraiment le versant traits de personnalité parce que c'est ce qui m'intéresse moi.
Et en fait, ce que montrait la littérature au moment où j'ai commencé ma thèse, c'est qu'en majorité, on avait tendance à sanctionner les personnes qui ne se conformaient pas aux stéréotypes de genre. Donc pour donner un exemple très grossier, on va avoir tendance à sanctionner, à juger plus négativement une fille masculine et un garçon féminin. Donc un garçon manqué et un garçon qui se comporte comme une fille. Sauf que moi, ce qui a un peu motivé mon travail de thèse, c'est l'idée qu'on est dans une remise en cause, remise en question de tout un tas de choses, de la binarité du genre, de la binarité du sexe, et ça passe beaucoup par les jeunes générations, par la génération Z, qui remet en cause tout un tas de choses, tout un tas de croyances sur ce qu'est le genre, ce qui n'est pas le genre, le sexe, l'orientation sexuelle, etc. Et en fait, cette génération Z, elle a vécu, elle a grandi à travers tout un tas de changements culturels, comme le mouvement MeToo, comme la plus grande part, la plus grande place qu'a pris ces questions de genre et de sexe dans les médias. On en discute beaucoup plus qu'avant. Ils ont aussi vécu des changements législatifs. Donc, dans les dernières années, il y a de plus en plus de lois qui, par exemple, pénalisent la transphobie, qui légalisent le mariage pour tous, etc. Donc, même si ce n'est pas toujours appliqué, ça permet quand même de poser un cadre, de poser des normes. Et eux, cette génération Z, ils ont grandi avec ça. Et ils ont aussi grandi avec les réseaux sociaux, qui, pour tout le mal qu'on pourrait en dire, sont quand même une manière de visibiliser et d'informer les jeunes générations sur tout un tas de questionnements, notamment des questionnements identitaires et des questionnements liés aux stéréotypes de genre. Alors, là, c'est le moment de la présentation où je vais vous présenter deux modèles théoriques. Donc, c'est des modèles théoriques de psychologie sociale. Je les ai représentés graphiquement. Voilà, je m'excuse déjà. Il y aura d'autres graphiques après, donc je suis encore désolé. Mais voilà, je vais essayer de les expliquer de la manière la plus simple possible. Ces deux modèles théoriques, c'est des modèles qui permettraient d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a tendance à sanctionner, à réagir négativement quand on observe une personne qui ne se conforme pas aux normes de genre. Parce que ce qu'on pourrait se dire, c'est le fait de percevoir une personne qui ne se conforme pas aux normes de genre, ça viole nos attentes. Du coup, en termes purement cognitifs et psychologiques, ça va attirer notre attention. Mais ça n'explique pas pourquoi on va avoir tendance à sanctionner, à juger plus négativement. Et donc là, je vais vous présenter deux modèles qui tentent d'expliquer pourquoi. Le premier modèle que vous avez à gauche, c'est un modèle qui est basé sur la théorie de l'identité sociale. Donc la théorie de l'identité sociale, c'est la théorie phare de la psychologie sociale. Et ce modèle-là, il suppose que chaque personne appartient à des groupes et l'appartenance à ces groupes qui nous permet de retirer une identité sociale qui nous permet de valoriser notre appartenance à ces groupes. Et en fait, le fait d'appartenir à ces groupes est quelque chose qu'on va essayer de défendre et on va essayer de maintenir une identité sociale qui est positive. Et donc, l'idée de ce premier modèle, c'est de dire, en tant que membre d'un groupe de genre, donc fille ou garçon, on va être motivé à maintenir une identité sociale de genre qui est positive et qui est surtout distincte de l'autre genre. Dans la théorie de l'identité sociale, il y a cette idée qu'on est motivé à maintenir une séparation entre notre groupe et l'autre groupe. Et donc, pris sous le prisme du genre, on est motivé à maintenir, si on est garçon, une différence entre notre groupe et le groupe de filles. La deuxième théorie, le deuxième modèle, c'est la théorie de la justification du système. Donc c'est une théorie en psychologie sociale qui propose qu'en plus de cette motivation à maintenir une différence entre les groupes, qu'on a un peu tous et toutes, une motivation à maintenir une identité sociale positive, on a aussi une certaine motivation à percevoir les arrangements sociaux, percevoir les systèmes sociaux comme justes, comme ils devraient être. En fait. Et donc l'idée derrière ce modèle, c'est que on est motivé à percevoir un système qui est patriarcal, qui est binaire, comme juste, et on est motivé à défendre ce système. Donc, ce qui implique aussi des questions d'inégalité, et on est motivé à maintenir malgré tout ces inégalités. Alors, donc, du côté gauche, ce modèle de la théorie de l'identité sociale, ce que vous avez ici à gauche, ce seraient les réactions que les personnes pourraient avoir à des cibles, donc des personnes qui ne se conforment pas aux normes de genre, qui sont contre stéréotypes. En fait, ce modèle de la théorie de l'identité sociale, il nous pousse à prédire deux choses. Il nous pousse à prédire, premièrement, que les hommes devraient réagir plus négativement aux
personnes qui sont contre-stéréotypées. Pourquoi? Parce que les hommes, ils ont un statut social qui est plus élevé, et du coup, ils sont plus motivés à maintenir ce statut social. Contrairement aux femmes qui, elles, ont un statut qui est défavorisé dans cette hiérarchie de genre, et qui, du coup, devraient être plus motivées à remettre en cause cette hiérarchie de genre, et donc devraient moins réagir négativement lorsqu'elles perçoivent, par exemple, une femme qui se comporte de manière masculine, parce que c'est un moyen de s'élever dans la hiérarchie. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut prédire à partir de ce modèle. La deuxième chose, c'est qu'on devrait avoir plus tendance à réagir négativement aux personnes contre-stéréotypiques de notre groupe. C'est-à-dire que les femmes devraient avoir plus tendance à réagir négativement aux femmes qui se comportent de manière masculine, et inversement, les hommes devraient avoir plus tendance à réagir négativement aux hommes qui se comportent de manière féminine. Pourquoi? Parce que ça remet en cause l'identité du groupe, ça remet en cause les normes du groupe. De l'autre côté, du côté de la théorie de la justification du système, on a l'idée que, peu importe notre genre, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on est motivé à percevoir les arrangements sociaux et à percevoir les systèmes sociaux comme normal et comme ils devraient être, on est motivé à les défendre. Et donc, selon cette théorie, hommes comme femmes devraient réagir plus négativement parce qu'ils perçoivent une personne qui ne se conforme pas aux normes de genre. Il ne devrait pas y avoir de différence à ce niveau-là. Donc ça implique que les femmes devraient réagir négativement à une femme qui essaierait de s'élever dans la hiérarchie. C'est un peu contre-intuitif. On pourrait penser que ça permettrait de gagner du statut et du coup ce serait valorisé. Mais selon cette théorie, on pourrait très bien ça. Et du coup, ce que vous voyez donc à droite sur la théorie de la justification du système, l'idée aussi, c'est que les comportements contre-stéréotypiques des hommes sont plus menaçants pour un système patriarcal parce qu'ils impliquent une perte de statut. Okay? Quand on va se comporter de manière féminine, on va adopter des comportements et des traits de personnalité qui sont moins valorisés, qui sont moins jugés positivement, et du coup, on va avoir tendance à recevoir des réactions plus négatives, et c'est pour ça qu'on observe en général que les gens sont plus sévères avec les hommes féminins que les femmes masculines. Gros guillemets. Voilà, donc ça c'est les deux modèles théoriques qui ont guidé mon travail de thèse, et c'est les deux modèles théoriques que j'ai un peu confrontés dans mes travaux. Et il y a aussi une différence entre ces deux modèles, sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder parce que j'ai pas trop, dans ce que je vais vous présenter, je ne m'interroge pas trop. Mais il y a aussi l'idée que dans le cas de la théorie de l'identité sociale, on devrait réagir négativement, peu importe la norme qui est transgressée. C'est-à-dire que ce soit une norme de trait de personnalité, de comportement ou de profession. Le simple fait de briser les barrières entre les groupes va inciter les gens à réagir négativement. De l'autre côté, du côté de la théorie de la justification du système, ce seraient les normes qui impliquent le plus de statut, donc le plus une perte de statut ou un gain de statut pour les femmes, qui devraient donner lieu aux réactions les plus négatives. Et c'est un peu ce qu'on observe dans la littérature. On observe que les femmes, lorsqu'elles adoptent des comportements masculins, elles sont moins sanctionnées que lorsqu'elles adoptent des comportements spécifiquement liés au pouvoir, lorsqu'elles essayent d'atteindre des postes à haute responsabilité, des postes de pouvoir. C'est là où elles reçoivent les sanctions les plus sévères. Ok. Donc, une des problématiques de ma thèse, ça a été de savoir comment est-ce que les gens perçoivent les adolescents, les jeunes, qui se comportent de manière contre-stéréotypique. Et c'était surtout de savoir est-ce que cette perception-là, elle est toujours aussi négative en France en 2024, enfin 2024, les années un peu précédentes quand j'ai fait ma thèse, par rapport à ce qu'on observait dans la littérature, qui était une littérature très anglo-saxonne et qui datait surtout du milieu des années 2000. Je me suis aussi intéressé du coup à savoir si on avait ces réactions négatives, si on jugeait plus négativement les individus qui ne se conformaient pas aux normes de genre, d'où est-ce qu'allait venir cette motivation? Est-ce que c'était plutôt une motivation liée à l'identité sociale, à ce besoin de maintenir une différence entre les groupes, ou alors est-ce que c'était plutôt une motivation liée à un certain besoin de percevoir les arrangements sociaux comme normaux? Et je me suis aussi intéressé du coup à qui allait exprimer ces réactions négatives. Et en fait, je vais vous présenter trois études empiriques dans lesquelles j'ai interrogé les réactions d'adolescents et d'adolescentes. Je change de micro, ouais. Ouais. Ah oui, attends. Ouais. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est pareil.
1, 2, 3. Ah oui, ça. Là, ça va? Je me disais, je me suis intéressé aux réactions d'adolescents et d'adolescentes, donc j'ai fait faire des études dans les. On va continuer. Donc j'ai été faire des études dans les établissements scolaires. Je me suis aussi intéressé aux réactions spécifiquement de pairs, c'est-à-dire aux réactions de camarades de classe. Et je me suis aussi intéressé aux réactions de parents. Donc ce que je vous présente en premier, c'est une étude dans laquelle je me suis intéressé aux réactions d'adolescents et d'adolescentes envers des cibles très fictives. Ce qu'on faisait, c'est qu'on présentait à des adolescents et des adolescentes au hasard une cible qui était soit un garçon, soit une fille, et qui adoptait des comportements et des traits de personnalité qui étaient soit plutôt stéréotypiquement masculins, soit plutôt stéréotypiquement féminins. Donc les adolescents ne voyaient qu'une seule de ces cibles, mais on avait les 4 cibles qui étaient présentées en tout. Et en fait, le contexte de présentation, on leur disait qu'on voulait voir qu'est-ce qui déterminait les choix dans le cadre des élections de délégués. Et donc, on leur présentait une lettre de motivation d'un adolescent ou d'une adolescente qui se comportait soit de manière féminine, soit de manière masculine. Et on demandait aux adolescents de répondre à des questions pour savoir est-ce qu'ils aimeraient élire cette personne en tant que délégué, est-ce qu'ils l'aimaient bien, est-ce qu'ils aimeraient être amis avec lui ou elle, est-ce qu'ils la trouvaient compétente, etc. Donc, on a fait cette étude dans 12 établissements scolaires. On a aussi passé des études un peu sur les réseaux sociaux avec des jeunes adultes de 18 ans. Donc dans un total de 70 classes, pour un échantillon total d'à peu près 1600 élèves. Voilà, je vous ai mis la répartition d'âge et la répartition de genre. Donc on avait surtout des jeunes qui allaient au milieu de l'adolescence. On avait des personnes un peu plus âgées jusqu'à 25 ans, parce qu'on a pu avoir accès à des classes préparatoires et des choses comme ça. Voilà. Alors, autre graphique. Donc je vais vous présenter les réactions des adolescents et des adolescentes, séparées en fonction de leur genre. Donc à gauche, vous avez les participantes filles, et à droite, les participants garçons. Donc c'est très binaire comme façon de présenter, mais c'est juste parce que on avait très peu de personnes qui se catégorisaient comme autres que masculins ou féminins. Donc ça n'a pas été pertinent de les prendre en compte dans les analyses. Et du coup, ce que vous allez avoir, c'est des réactions positives des participants à des cibles qui sont en bleu les garçons, en rouge les filles, à gauche qui se présentent de manière féminine et à droite qui se présentent de manière masculine. Okay. Et donc ce qu'on voit premièrement chez les filles, c'est que les filles ont tendance à réagir plus positivement aux adolescents qui justement ne se conforment pas aux stéréotypes de genre. Okay. On voit à gauche les cibles qui se présentent de manière féminine. Les filles ont tendance à réagir plus positivement quand les garçons se présentent de manière féminine que quand les filles se présentent de manière féminine. Et inversement, du côté des personnes qui se présentent de manière masculine, les filles ont tendance à préférer une fille masculine à un garçon masculin. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on retrouve chez les garçons. Chez les garçons, on trouve pas forcément l'inverse non plus, mais on ne trouve pas grand-chose. On trouve un jugement qui est assez similaire entre toutes les cibles. Donc ce que ça nous montre, c'est que déjà on n'a aucune réaction négative envers les adolescents qui ne se conforment pas aux normes de genre, ce qui est complètement à contre-courant de ce que montrait la littérature, ce qui en premier lieu nous a donné l'idée que peut-être que les mentalités avaient complètement changé, peut-être que les adolescents là, ils sont complètement déconstruits et c'est génial, ce qui n'est pas le cas. Et ce qu'on a surtout retiré de cette étude, c'est qu'en fait, on a un pattern de réponse, si vous vous souvenez, qui soutient plutôt l'idée de la théorie de l'identité sociale. Okay. Les filles réagissent plus positivement que les garçons. Les garçons, eux, ils sont plus motivés à maintenir leur statut de garçon, leur statut de dominant, et du coup, ils ont moins de motivation à réagir positivement aux personnes qui ne se conforment pas aux normes. Donc, voilà. Je vous passe un peu très vite les conclusions, mais c'est ce que je vous ai dit à l'oral. On s'est dit, est-ce que vraiment les adolescents ils sont devenus complètement déconstruits et complètement bienveillants, ou alors est-ce qu'il se passe quelque chose qu'on n'a pas réussi à capter dans notre étude qui était expérimentale et très abstraite, pas du tout concrète. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait essayer de faire une étude dans laquelle on prenait vraiment en compte les relations entre les adolescents et adolescentes. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené une étude dans laquelle on a demandé à des adolescents et des adolescentes d'évaluer chaque autre camarade de classe sur 2 dimensions.
Première dimension, on a demandé à chaque adolescent et adolescente d'une classe d'évaluer chaque autre camarade de classe sur une dimension de typicalité de genre. Est-ce qu'il se comporte plutôt comme une fille ou plutôt comme un garçon? C'est pour ça que là, vous avez prénom 1, prénom 2, prénom 3, etc. Les adolescents avaient une grille dans laquelle ils voyaient chacun de leurs camarades et ils devaient juger à quel point est-ce qu'ils étaient plutôt typiques ou plutôt atypiques des filles ou des garçons. Ce qui nous permettait d'avoir une mesure assez objective de la perception des adolescents par rapport à chaque autre camarade de classe. Et ce qu'on a aussi mesuré, c'est avec la même grille qui présente chaque camarade de classe pour chaque adolescent, on leur a demandé à quel point est-ce qu'ils aimaient passer du temps ou pas avec ce camarade de classe ou cette camarade de classe. Ce qui était pour nous une mesure d'exclusion sociale. Parce qu'on pouvait voir à un niveau agrégé les adolescents avec qui on aimait le moins passer de temps et les adolescents avec qui on aimait le plus passer du temps. Et donc ceux avec qui on aimait le moins passer du temps étaient ceux qui étaient plutôt exclus. Voilà, on a fait cette étude dans une école en région parisienne, avec surtout des jeunes et des adolescents d'âge moyen. Encore une fois, une très faible proportion d'adolescents et d'adolescentes qui s'identifiaient hors binaire, donc ça ne sont pas pris en compte des analyses, malheureusement. Je vais dire avant-dernier graphique. Donc, ce que vous voyez là, c'est la proportion à exclure les camarades de classe en fonction de leur atypicalité de genre, c'est-à-dire en fonction de à quel point est-ce qu'ils se conforment aux normes de genre ou pas. Et on a deux choses. Sur la gauche, vous avez l'atypicalité qui est jugée par les pairs, c'est-à-dire, je vais montrer juste là, à gauche, donc l'atypicalité jugée par chaque camarade. Et vous avez aussi, sur le deuxième encadré à droite, l'atypicalité ressentie, parce qu'on a aussi demandé aux adolescents de juger sur la même échelle pour eux-mêmes où est-ce qu'ils se catégorisent. Et ce qu'on observe, c'est un lien assez fort et assez positif, linéaire, entre l'atypicalité de genre et l'exclusion, c'est-à-dire que plus les adolescents sont atypiques pour leur genre, c'est-à-dire plus ils ne se conforment pas aux normes de genre, plus ils vont être exclus par leurs camarades de classe. Ce qu'on a fait ensuite, ce qu'on a regardé, c'est est-ce que cette exclusion sociale associée à l'atypicalité de genre, elle était différente selon que les personnes qui exprimaient l'exclusion étaient des filles ou des garçons. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que, moi, je ne suis pas trop maintenant pour vous décrire le graphique, c'est pas très grave, mais ce qu'on a observé, c'est que les garçons avaient tendance à plus exclure les garçons atypiques que les filles. Et de l'autre côté, l'inverse, les filles avaient plus tendance à exclure les filles atypiques que les garçons. Donc, ici, on a des réactions qui sont négatives, avec une méthodologie qui est hautement concrète. Donc, vraiment, on interroge les liens entre les adolescents dans leur classe, dans leur école. Donc, il y a quand même un peu plus de confiance dans ces résultats que ceux que je vous avais présentés juste avant. Et on a aussi d'autant plus d'exclusion pour son propre groupe. C'est-à-dire qu'on va plus exclure les adolescents qui remettent en cause les normes de son propre groupe. Qui, encore une fois, va dans le sens de ce modèle basé sur la théorie de l'identité sociale que je vous ai présenté au début. Ok. À la suite de cette étude, ce qu'on s'est dit, c'est que... à la suite de cette étude, ce qu'on s'est dit, c'était que l'avantage de cette dernière étude que je viens de vous présenter par rapport aux premières qu'on a menées, c'est qu'en fait, on prenait en compte l'aspect relationnel. On prenait en compte le fait que les adolescents vraiment évaluaient leurs propres camarades, et du coup, il y avait vraiment un enjeu dans cette évaluation. Et ce qui nous a intéressé du coup ensuite, c'est de regarder, est-ce que si on prend cette fois-ci un autre aspect relationnel, plus l'aspect camarade, mais l'aspect parent-enfant, est-ce qu'on va retrouver des réactions aussi négatives? Un autre petit point théorique, l'idée derrière cette prise en compte de l'aspect relationnel, en fait, on a plusieurs modèles en psychologie sociale qui ont tendance à montrer que les comportements discriminatoires qu'on va avoir, on va les exprimer d'autant plus qu'on peut les justifier. On peut justifier pour nous et pour les autres pourquoi est-ce qu'on a eu ces comportements discriminatoires. Et en fait, l'idée du relationnel, c'est que quand on a des personnes qui sont proches de nous, on a beaucoup plus de facilité à justifier certains comportements discriminatoires en disant que c'est pour leur bien, qu'on fait ça pour les protéger, etc. Que quand c'est des personnes qui sont inconnues ou c'est des personnes abstraites, comme des cibles, comme celles qu'on a présentées dans la première étude, pour lesquelles on n'a pas vraiment de façon de justifier nos comportements discriminatoires. Et donc on va peut-être utiliser une réponse un peu de désirabilité sociale, c'est-à-dire on ne va pas vraiment discriminer. Donc dans cette dernière étude, ce qu'on a mesuré, c'est
les attitudes des parents envers leur enfant et envers la possibilité que leur enfant émette des comportements et des traits de personnalité et s'engage vers des métiers qui sont plus ou moins typiques des filles ou des garçons, plus ou moins masculins, plus ou moins féminins. On a aussi mesuré autre chose, on a mesuré ce qu'on appelle les croyances essentialistes des parents. Les croyances essentialistes, c'est à quel point est-ce qu'on pense que les différences filles-garçons, les différences femmes-femmes peuvent être attribuées à des différences biologiques. Et du coup, c'est l'idée que si on observe des différences entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes, des différences de traits de personnalité, des différences de comportement, des différences d'orientation scolaire, c'est parce qu'il y a des différences biologiques entre hommes et femmes qui expliquent ces différences. Donc on a mesuré à quel point est-ce que les parents avaient tendance à croire à ça, pour regarder est-ce que ça allait avoir un impact sur leur attitude envers leurs enfants et leur attitude envers leurs enfants qui s'engagent dans des comportements contre les stéréotypes. Et donc là, le petit schéma que je vous ai mis en bas, c'est parce qu'en fait, ces croyances essentialistes-là, ça a été montré dans pas mal de recherches, que c'est une très bonne variable à prendre en compte lorsqu'on étudie les comportements de discrimination. Ok, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à des parents leur attitude, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'ils seraient prêts à encourager, à quel point est-ce qu'ils seraient favorables à ce que leur enfant s'engage dans tout un tas de traits de personnalité, tout un tas de métiers qui sont plutôt féminins ou plutôt masculins. Par exemple, pour les traits de personnalité, on avait dominance, compétence, émotivité et sensibilité. Donc avec dominance et compétitivité qui sont plutôt masculins et sensibilité et émotivité qui sont plutôt féminins. Et pour les métiers, on avait ingénieur en informatique, chauffeur de camion et secrétaire et responsable RH, plutôt pour les féminins et ingénieur en informatique et chauffeur de camion plutôt pour les masculins. Et on a aussi demandé aux parents à quel point est-ce qu'ils seraient favorables et à quel point est-ce qu'ils encourageraient leur enfant de se comporter comme un garçon ou comme une fille. Donc, cette fois-ci, plus en faisant référence à quelque chose de concret qui est connu pour être genré, mais juste comme une fille ou comme un garçon. Donc ce que je vous présente là, c'est les attitudes des parents. Plus le score est élevé, plus les attitudes sont favorables, et on va encourager notre enfant en fonction de leurs croyances essentialistes que vous avez sur l'horizontale du graphique, pour les traits de personnalité de dominance, de compétitivité et le métier d'ingénieur en informatique. En fait, ce qu'on observe, c'est que plus les parents sont essentialistes, plus ils ont tendance à croire que les différences entre les genres sont biologiques, plus ils vont avoir tendance à décourager leurs filles de s'engager dans le métier d'ingénieur en informatique, plus ils vont avoir tendance à décourager leurs filles d'être dominantes, d'être compétitives. On n'a pas retrouvé la même chose du côté des garçons, c'est intéressant, mais en même temps, on a fait une étude un peu préliminaire avec 100 parents, ce qui est assez faible pour observer les différences, donc ça pourrait expliquer pourquoi on n'a pas la même chose du côté des traits et des métiers plutôt féminins. Par contre, ce qu'on a observé, c'est que quand on pose la question plutôt est-ce que vous encourageriez, est-ce que vous serez favorable à ce que votre enfant se comporte comme une fille ou comme un garçon, ce qu'on a observé ici, c'est donc plus les attitudes, plus le score va vers le haut, plus on est favorable à ce que notre enfant soit conforme dans le genre et se comporte comme son propre genre. Et plus le score va vers le bas, plus c'est l'inverse, plus on a envie que notre enfant se comporte comme notre genre. Et là, ce qu'on observe, c'est que plus les parents ont des croyances essentialistes, et plus ils ont tendance à avoir envie que leur enfant se conforme au norme de genre, et l'inverse est aussi vrai, plus les parents ont des croyances essentialistes, moins ils ont envie que leur enfant ne se conforme pas au norme de genre. Donc encore une fois, ici on a des réactions assez négatives de la part des parents, spécifiquement envers les filles. Ce qui est intéressant, mais en même temps, je ne vais pas m'engager à dire que ça n'arrive pas chez les garçons, parce qu'on ne peut pas trop conclure ça avec le manque de résultats qu'on a observé. Et notamment, ça montre que les parents qui adhèrent à ces croyances essentialistes vont avoir plus tendance à réagir négativement à l'idée que leur enfant ne se conforme pas au norme de genre. Et ces croyances essentialistes-là, c'est vraiment un levier important, et c'est ce que j'essaie un peu de mettre en avant dans mes travaux de recherche actuels, parce que c'est des croyances qui sont quand même assez répandues, l'idée qu'il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons, et que ces différences biologiques-là, elles sont la cause de toutes les autres différences qu'on observerait entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons. Voilà. Donc pour conclure, on a dans les études qui sont expérimentales et très peu concrètes, très abstraites, une absence de réactions négatives, voire des réactions positives. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on aurait pu croire que les adolescents sont complètement déconstruits et que tout va bien. Mais
lorsqu'on va voir avec des mesures un peu plus précises et des mesures un peu plus concrètes, lorsqu'on va vraiment interroger les gens sur comment est-ce qu'ils perçoivent les gens autour d'eux, et bien cette fois-ci on a des réactions négatives, et les réactions négatives de la part des camarades se traduisent en exclusion sociale, avec tous les impacts négatifs que ça peut avoir pour les jeunes, et les réactions négatives de la part des parents, cette fois-ci envers des traits de personnalité et des métiers, avec tous les impacts que ça peut avoir sur le développement des enfants en termes de choix de filière d'orientation et de choses comme ça. Et on a surtout des résultats qui sont plus en accord avec cette théorie de l'identité sociale que je vous ai présentée au début, qui pour moi fait sens et qui a tendance à aller dans le sens de cette appartenance de groupe de genre, qui est quelque chose de très fondamental, qui est quelque chose dont on a besoin pour se sentir exister et dont on va défendre à tout prix. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Et juste, j'aime bien faire un peu de la pub. Donc, je vous conseille le livre Les psychologies du genre, si jamais le sujet vous intéresse et que vous ne connaissez pas, qui aborde la psychologie du genre, mais sous tout un tas d'angles, de la psychosociale à la psychanalyse, à la neuropsychologie, à la psychologie du développement. C'est vraiment super intéressant. Et vous avez aussi un site qui s'appelle InMind, qui est une revue de vulgarisation scientifique en psychologie, dans lequel vous avez tout un tas d'articles, notamment qui traitent des inégalités. Et je vous remercie.